troisième donc, présentation, c'est celle de Olivier Lidov, justement, qui va nous parler du choix thérapeutique. Alors, c'est une grosse question. Comment orienter le choix du traitement spécifique? Olivier, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Parfait. Bon, merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de l'orientation du choix du traitement spécifique. Donc, comme vous le voyez, donc, je travaille à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon et Vladimir Moin vous fera tout à l'heure le monitoring et le suivi de l'efficacité. Et donc, je vais essayer de ne pas trop empiéter sur ces plates-bandes. Donc, vous avez ici mes conflits d'intérêts. Donc, le plan que je vous propose, c'est une brève introduction. On discutera ensuite de l'indication à un traitement spécifique, mais Alain Fouillou vous en a déjà discuté en partie. On analysera les forces et aussi les limites en présence. On restituera le et la patiente au cœur de la décision et je vous dégagerai quelques perspectives. Donc, très brièvement, vous savez que dans les maladies lysosomales, la physiopathologie fait intervenir des dépôts intracellulaires avec une augmentation de la taille des cellules et en particulier du cardiomyocyte, comme publié récemment par l'équipe de Frustacci et d'Esnik. Un travail que l'on avait fait en France sur l'origine des patients, pris en charge en médecine interne, on avait appelé la maladie de Fabry la nouvelle grande simulatrice, puisque vous voyez que l'ensemble des patients qui étaient référés en médecine interne provenaient d'horizons très divers, avec parfois le malade qui vient lui-même. Cette publication date de 2012 et vous voyez que la part relevant du cardiologue N égale 7 serait probablement beaucoup plus importante si on refaisait le même travail près de 10 ans plus tard. Les représentations de la maladie de Fabry, ça a été évoqué à plusieurs reprises au cours de la matinée. Donc vous avez ici une ischémie avec une artériole rénale avec des cellules endothéliales qui sont vacuolisées. Vous avez ici deux noyaux et vous voyez qu'on a effectivement, en l'absence de traitement, probablement l'émergence d'une néphropathie ischémique, pas seulement glomérulaire. Et vous avez ici donc une IRM cardiaque avec le cœur Fabry, dont vous savez qu'il est majoritairement fibrotique. Et ça, c'est connu depuis un papier de Circulation en 1976. Là, c'est les maladies lysosomales qui sont justifiables d'un traitement il y a une vingtaine d'années. On avait sur cette portion de camembert 6 maladies avec traitement. Si on refaisait là aussi la même diapositive avec les traitements de 2020, on aurait 2 fois plus de pathologies avec traitement disponible ou émergent. Donc, bien que les traitements spécifiques soient disponibles, je pense qu'il est important de garder en tête les traitements symptomatiques qui sont toujours à l'ordre du jour. Je ne reviens pas sur la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire. J'insisterai simplement sur le syndrome d'apnée du sommeil qui peut être une complication en particulier centrale de la maladie de Fabry. Ça, centrale. Traitement des douleurs des extrémités, cautérisation des angiochératomes, les traitements néphroprotecteurs et anticoagulants, je ne détaille pas. La transplantation rénale doit bien entendu être effectuée tant que faire se peut chez les patients Fabry, puisque le pronostic rénal est équivalent à un patient non diabétique transplanté. Le soutien psychologique, ça a également été dit, et la prise en charge à 100% au titre de la 17e maladie, en particulier quand un traitement spécifique est nécessaire, compte tenu du coût des traitements. Ici, un papier qui vous montre en fait la problématique Fabry. Donc, c'était un papier qui était destiné, un certain nombre d'entre vous y avaient participé. Vous voyez ici donc les hommes sur la partie haute du diagramme et les femmes sur la partie basse du diagramme. J'insiste sur les points rouges qui sont la nécessité de mettre un pacemaker ou un défibrillateur. Et vous voyez que dans ce papier, ça concernait entre 15 et 20% de notre cohorte. J'insiste surtout sur la partie grise qui est l'errance diagnostique, et vous voyez que c'est quand même l'aire sous la courbe la plus représentée, aussi bien chez l'homme et chez la femme, avec des diagnostics trop tardifs qui sont faits en moyenne à 30 ans chez l'homme et 35 ans chez la femme, donc on a une grosse marge de progression dans ce sens. La carte de soins et d'urgence, je n'insiste pas. Les femmes ne sont pas que vectrices, et ça a été dit, avec la cornée verticillée qui peut être un élément d'orientation. Et je rappelle que des deux côtés de l'Atlantique, sur 100 personnes avec maladie de Fabry dialysée, il y a 12% de femmes, ce qui est un témoin du fait que les femmes ne sont pas que vectrices, mais parfois sévèrement malades. Ici, la lyonisation ou inactivation au hasard d'un des deux chromosomes X qui a été abordé, avec, vous voyez ici, une mosaïque cellulaire avec un certain nombre de cellules
ayant inactivé l'X-Syn. Et celles-là, par contre, va coaliser à inactiver l'X-Syn, et celles-là ont inactivé dans ce tubule rénal l'X malade. Plusieurs études montrent que les femmes avec maladie de Fabry sont insuffisamment traitées. C'est à la fois vrai en Allemagne, ça a été montré également en Espagne, et je pense qu'on peut s'inclure dans la problématique. Je pense que collectivement, on sous-estime l'atteinte féminine de la maladie de Fabry. Un certain nombre de femmes reviennent dans la circulation entre guillemets médicale à l'occasion d'une grossesse, et on leur avait dit il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, vous êtes vectrice, vous n'êtes pas malade, et on a encore cette situation qui nous revient de temps en temps. Alors, quelle est l'indication à un traitement spécifique? Que disent les guidelines? Je vous propose de prendre l'exemple du cœur avec une hypertrophie cardiaque à 11-12 mm. Que nous disent les guidelines? Étude très récemment publiée avec Deraline Hughes sur, mettons, un septum à 12 mm, donc un ensemble de collègues par une méthode Delphi disent plutôt oui. Si on prend un groupe européen qui ont travaillé sur le sujet, et avec une publication il y a 5 ans, la réponse était là aussi plutôt oui, avec un bémol sur l'existence ou non d'une fibrose. Et en France, concernant le PNDS 2010, il n'y avait pas de positionnement. Je rappelle aussi que ce PNDS a été écrit plutôt en 2007 et que pour des raisons réglementaires, il n'a pu être publié que 3 ans plus tard. Mais il faudra bien entendu le réévaluer à la lumière des données plus récentes. Les traitements spécifiques, donc les forces en présence, nous avons donc les 2 enzymothérapies qui sont agalsidase alpha et agalsidase bêta, qui bénéficient d'une AMM européenne depuis 2001. L'AMM précise que ces traitements peuvent être initiés à partir de l'âge de 7 ans. Et le 3e traitement disponible à ce jour est le migalastat, disposant d'une AMM européenne depuis 2016 et qui peut être prescrit en Europe à partir de 16 ans. Petit bémol, l'âge est à 18 ans aux États-Unis. Donc, l'efficacité des enzymothérapies est très dépendante de l'âge auquel on commence, avec un point de non-retour qu'on a déjà cité. Sur le rein, je vais vous l'illustrer. Sur le cœur, vous le savez bien mieux que moi, il y a une fibrose irréversible. Et sur le système nerveux central, vous savez comme moi que les traitements, et ça a été dit ce matin, ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Si on se concentre sur le rein, l'analyse de la littérature que l'on avait fait avec un certain nombre de collègues en 2010, donc 0, votre fonction rénale ne bouge pas, elle est stable. Plus votre curseur va à gauche, plus vous dégradez votre fonction rénale au cours d'une année. Vous voyez que dans ces 3 traits noirs qui sont histoire naturelle de la maladie, vous voyez que le déclin de la fonction rénale sur des cohortes un peu anciennes, puisque Branton en est en 2002, mais vous voyez que vous êtes entre -7 et -12 millilitres de clairance, donc vous avez un déclin de la fonction rénale qui est quasiment identique à une néphropathie diabétique très protéinurique. Si l'on prend les 3 études de la littérature évaluant l'agalsidase alpha, West, et agalsidase bêta, Breuning et Dominique Germain, vous voyez que l'évolution de la fonction rénale est très dépendante du taux de protéinurie initial. Si vous avez plus d'1 gramme de protéinurie à la baseline qui correspond à une glomérulosclérose, les résultats sont quasiment équivalents à ce que vous avez chez des patients non traités historiques. En revanche, si votre protéinurie est basse, vous voyez que vous êtes entre moins et moins 2 millilitres de clairance, donc avec des résultats plus satisfaisants. Retenez que le cut est à peu près à 1 gramme de protéinurie journalière et 55-60 millilitres de clairance, donc ce sont les chiffres à retenir qui sont probablement le témoin d'un point de non-retour si on a dépassé ce stade. Comment se fait le choix entre l'agalsidase alpha et l'agalsidase bêta? Je ne vais pas trop détailler. Je pense que Vladimir Moin vous parlera tout à l'heure des études de Regina Eldib, qui est une méthodologiste brésilienne qui a à la fois dans la Cochrane Database repris l'ensemble de la littérature des essais randomisés et aussi dans un autre papier les essais issus de registres. Il faut dire que pour l'agalsidase alpha, il n'y avait pas de données précliniques robustes. Pour la galsidase bêta, vous aviez des data cliniques robustes. Pour la galsidase alpha, je vous rappelle qu'on est à 0,2 mg/kg perfusé tous les 14 jours versus 1 mg/kg tous les 14 jours pour la galsidase bêta. Il y a une différence dans la durée de perfusion de ces 2 traitements. La galsidase bêta permet des perfusions plus courtes que la galsidase alpha permet des perfusions plus courtes que la galsidase bêta. Il y a aussi une question d'immunogénicité sur laquelle je ne parlerai pas puisque ce sera l'objet d'une autre présentation. Et donc, le choix se fait avec l'ensemble de ces données et
il est des fois difficile et il n'y a pas, ça a été discuté dans le chat tout à l'heure, il n'y a pas à ce jour d'essai face-face. Il y avait la Canadian Fabry Initiative pour laquelle, vous le savez, il y a eu un shortage en 2009 qui a fait que c'était très difficile d'évaluer vraiment ce travail qui était bien entendu intéressant de comparer les deux. La demande d'un traitement oral était une demande répétée qu'on entendait beaucoup dans les associations de malades et les patients attendaient ce traitement depuis très longtemps. Donc on a maintenant, comme vous le savez, un traitement oral qui s'appelle la molécule chaperon, Migalasta ou Galafold. Ce traitement, donc, vous savez que dans la maladie de Fabry, une majorité des mutations sont des mutations faux sens qui jouent sur le trafic intracellulaire de l'alpha-galactosidase A. Et comment joue le chaperon pharmacologique? Vous avez ici donc une représentation avec un contrôle qualité qui fait que votre enzyme va ou non dans le réticulum, le Golgi, puis le lysosome. Il y a un contrôle stop qui fait que malheureusement un certain nombre d'enzymes mal repliées ne vont pas dans ce trafic intracellulaire. La présence du chaperon pharmacologique permet parfois, environ dans chez un tiers des patients, de pouvoir restaurer le trafic intracellulaire en repliant la protéine, en l'intégrant dans les différents constituants intracellulaires jusqu'à arriver dans une activité intralysosomale. L'idéal pour nous serait de doser l'enzyme en intralysosomal, sous réserve de Catherine Caillot et Foudil Lamary et autres collègues. Je crois qu'on n'est pas encore capable de faire ce travail et d'évaluer cela. Quels sont les résultats du chaperon? Donc là, je vais vous montrer des données à la fois cardiaques et rénales brèves. On a sur le cœur, donc on a une modification de l'hypertrophie ventriculaire gauche avec une réduction de la masse et les résultats sont maintenus à 48 mois. J'insiste simplement pour n égale 18 à 48 mois et donc bien entendu on a besoin de données plus robustes chez un nombre plus important de patients, d'où l'importance de regarder les études d'extension et les cohortes nationales qui sont publiées chaque année. On a ici donc un autre travail sur l'étude de switch donc, qui avait été publiée par Deraline Hughes en 2017 où vous aviez un certain nombre de patients qui poursuivaient l'enzymothérapie et un certain nombre de patients qui étaient switchés d'enzymothérapie vers Migalasta avec, vous le voyez, au bout de 18 mois, une diminution de l'épaisseur du cœur qui était encourageante et on l'a vu que là, on est à n égale 31, donc un nombre un petit peu plus important de patients. Je rejoins ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'il y a, et je rejoins ce qu'a dit Talbot qui travaille à Melbourne et Daniel Bichet, canadien, il n'y a pas d'évidence à ce jour que le lyso-Gb3 puisse nous informer sur les événements cliniques. On a un patient récemment qui a été switché d'enzymothérapie vers Migalasta et dont le lyso-Gb3 est passé de 16 à 24. Il va très bien, il n'a pas d'atteinte aggravative de son état et donc on continue le traitement et je pense qu'il faut qu'on arrive à connaître les limites des biomarqueurs que l'on utilise comme ça a été tout à fait dit tout à l'heure par Foudil. On revient à Foudil puisque c'est un travail que l'on avait fait ensemble avec à la fois l'équipe de biochimie et Philippe Charon de la Pitié. Vous voyez qu'ici on a deux patients chez qui on avait une activité enzymatique stable sous enzymothérapie. Pour des raisons diverses, les deux patients ont été switchés sous molécule chaperon. Ils étaient éligibles tous les deux N215S. Et vous voyez que l'activité enzymatique intraleucocytaire a augmenté chez ces deux malades. Encore une fois, il faut être prudent et modeste. Ça n'augure pas du fait que le trafic intracellulaire soit forcément mieux dans les cellules cibles que sont le cardiomyocyte et le podocyte, par exemple, mais c'est plus encourageant, je pense. Comment se fait le choix entre enzymothérapie et chaperon? Déjà, ça c'est étude du registre que Vladimir Moin coordonne, qui inclut maintenant plus de 100 patients issus de plus d'une quinzaine de centres en France. Merci à vous tous d'y participer. La mutation la plus fréquente, vous voyez que c'est la N215S qui concernait 9 patients. Et quand on le regarde, le côté éligible à la molécule chaperon ou non, 24% seulement des patients Fabry avec forme classique sont éligibles pour les molécules chaperon, versus 68% chez les patients qui ont une forme cardiaque prédominante. Et donc, le cardiologue, par sa capacité à faire le diagnostic de Fabry, rend potentiellement le malade éligible à ce traitement dans plus de 2 tiers des cas.
Et donc, l'histoire naturelle de la maladie de Fabry au cours des 20 dernières années, quand j'ai fait mon travail de thèse, ce qui n'a plus aucun intérêt puisque je ne m'étais occupé que des hommes et qu'il n'y avait pas de traitement à l'époque, j'avais considéré majoritairement des patients avec forme multi-organe de la maladie de Fabry. 20 ans plus tard, on se retrouve avec une majorité de patients et de patientes ayant une forme cardiaque prédominante et minoritairement des cas incidents avec forme multisystémique de la maladie. Je pense qu'il est très important d'analyser également le profil patient. On a parlé tout à l'heure de l'atteinte du système nerveux central. On pourra en rediscuter tout à l'heure après ma présentation et de façon collégiale. Mais les enzymothérapies sont envisageables chez l'ensemble des patients et patientes ayant une maladie de Fabry, en leur disant et leur expliquant qu'il s'agit d'une perfusion tous les 14 jours avec un début hospitalier et ensuite une possibilité de passer à domicile. Une grande majorité, je pense, des patients sous enzymothérapie sont maintenant traités à domicile en France. De l'autre côté, on a donc la molécule chaperon qui concerne un tiers des patients et patientes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui doit être donnée un jour sur deux à distance des repas, qui concerne majoritairement des patients avec mutation faux sens. Et j'insiste sur le traitement personnalisé. R112, donc sur ce codon, vous voyez que vous avez 2 codons éligibles et un qui ne l'est pas, et donc il est très important de regarder vraiment à l'échelon individuel. Question, peut-on traiter un patient ou patiente avec maladie de Fabry non amenable pour le chaperon? La réponse est non, et on a la proof of concept avec les 4 patients de l'étude de Switch, où 2 patients non éligibles sont restés sous enzymothérapie avec un lysogb3 qui est resté bas. En revanche, les 2 patients non éligibles avec une progression au cours du temps des capacités à dire si le patient l'est ou non, ces 2 patients non éligibles, vous voyez, ont eu un lysogb3 qui est remonté quand on les a mis sous chaperon et in fine, ils n'étaient pas éligibles au chaperon. Dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est la décision médicale partagée, qui est une demande de la Haute Autorité de Santé. Vous voyez que le rapport date de 2013. Très brièvement, il s'agit de quelque chose qui associe l'évidence-based médecine et nos connaissances, l'expérience du clinicien et des médecins que nous sommes, et puis la demande du patient et ses préférences. Et puis ensuite, on discute ensemble et on décide ensemble. Je pense que le choix du traitement doit donc se faire au cas par cas, en tenant compte du choix du patient. Et puis, le patient exprime la possibilité de changer et les perspectives. Il faut qu'on partage ça avec nos malades, ne pas figer l'attitude thérapeutique et utiliser les patientreported.com. J'insiste là-dessus. On a fait un travail collaboratif national avec comme premier auteur Esther Noël. On a un questionnaire maintenant qui est validé avec 26 questions qui va nous servir à évaluer quelle est voir s'il y a déjà des profils patients différents et voir comment les patients évoluent avec cet outil comme monitoring sur plusieurs années. Il faut également réévaluer régulièrement l'efficacité clinique et la tolérance des traitements. Je pense qu'il est très important pour nos patients de savoir que l'attitude n'est pas figée et que même si on change de cap, il est possible de faire machine arrière, comme on le faisait avec les enzymothérapies alpha versus bêta. On peut très bien passer d'une enzymothérapie à un chaperon et rediscuter au fil de l'eau avec le patient. Un patient égale une famille. Je remercie Vladimir Moin pour cette diapositive que je ne vais pas trop empiéter. Les perspectives thérapeutiques sont la thérapie génique, ça a été abordé dans le chat tout à l'heure et Albert Agege l'a verbalisé. Les combinaisons de traitements, les traitements réduction de substrat, combinaisons de traitements, pour vous donner un exemple, dans la maladie de Pompe, il y a maintenant un essai thérapeutique qui associe enzymothérapie et chaperon, et donc ces traitements ne sont pas exclusifs l'un l'autre. Il faudra apprendre à manier éventuellement ces combinaisons de traitements. Donc je remercie l'ensemble des acteurs et en particulier les associations de malades, vous tous.